Esprit critique, bonjour Martin avec vous sur l'espace proactif pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi le 28 novembre et la vidéo sera disponible demain le 29. Pour vous, un plaisir de vous retrouver comme d'habitude. Un moment presque historique, alors que Bitcoin a déjà dépassé le cap des 100 000 même 100 000 euros, 100 000 canadiens depuis plusieurs semaines. Ce n'est toujours pas fait du côté du dollar américain, alors que dans les derniers jours, nous avons frappé 99 800 et il y a eu une correction depuis tout à fait normale. Il y a un mur de vente à 100 000 en ce moment et on devra voir certaines conditions particulières de marché pour pouvoir continuer et pousser plus haut et voir l'accélération qui va suivre lorsqu'on va traverser le mur des 100 000 US sur Bitcoin. Mais Bitcoin n'est pas la raison principale pourquoi je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, j'ai plusieurs nouvelles qui ont attiré mon attention, particulièrement du côté de l'Europe depuis la dernière vidéo. Et comme on l'a vu déjà depuis plusieurs mois, quand on regarde la matière, le prix de l'or papier, bien sûr, dans les marchés ou le prix de l'argent, et qu'on regarde le secteur minier, il y a inévitablement un retard important entre la valorisation des compagnies minières qui procurent, qui font l'extraction de l'or et de l'argent. Eh bien, comprenez bien que ce n'est pas du tout différent du côté de Bitcoin en ce moment. Bitcoin qui a bougé fortement à la hausse, comme vous le savez, depuis le mois de novembre. Et on a toujours énormément de retard du côté du secteur minier. Pourquoi? Dépendant de la stratégie des sociétés. Il y a certaines sociétés qui ont fait le choix de dire on va continuer de miner à court terme, on va les accumuler, nous ne les vendrons pas immédiatement au marché. Pourquoi je les vendrais au prix d'aujourd'hui si le prix de demain devient plus intéressant? Donc, à court terme, on voit les revenus générés des sociétés de minage de Bitcoin qui diminuent parce qu'ils continuent d'avoir des dépenses importantes dans leurs opérations quotidiennes. Mais de l'autre côté, vous comprenez qu'ils accumulent des bitcoins. Et pour l'instant, les investisseurs qui cherchent des rendements à court terme n'ont pas suivi la parade. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, Eric a fait un travail de moine à déceler la société minière la plus sous-évaluée des sociétés minières de Bitcoin disponibles dans le marché et celle où le risque est le plus faible versus le gain potentiel le plus élevé. Et je vous rappelle qu'ici, on ne fait pas de conseils financiers. On ne fait que vous expliquer ce que nous faisons pour notre propre portfolio et vous avez l'occasion, bien sûr, d'en bénéficier. Comment faire? Eh bien, certainement, vous allez directement sur notre site Espace Proactif. Sous l'onglet Menu, vous allez dans Lettres et je vous invite à aller vous procurer la lettre proactive du 14 décembre 2023 avec les mineurs de Bitcoin, comme vous le constatez. Maintenant, pour le Black Friday, à partir de demain, eh bien, on fait une offre exclusive 2 pour 1. Vous allez acheter la lettre que je vous suggère ici. Vous allez avoir de très belles informations à ce niveau-là. D'ailleurs, on va parler de nos investissements boursiers, les différents projets crypto. On va parler du mineur de Bitcoin en question. Et en plus de tout ça, nous avons bâti un pack que nous allons vous offrir alors que je fais une analyse technique complète alors, et avec le point d'entrée à surveiller. Et on parle ici, bien sûr, d'une société publique, donc très facile d'accès sur les marchés boursiers. Si vous avez un compte de courtage, vous allez pouvoir vous positionner, si vous le désirez, bien sûr, vous seul être responsable de vos décisions. Donc, je vous invite à vous procurer le pack alors qu'on va vous offrir l'analyse technique tout à fait gratuite avec le point d'entrée au lieu de la lettre seulement. Donc, vous allez avoir les deux à partir de demain pour quelques jours seulement. Maintenant, on n'a pas eu l'occasion d'en discuter, mais tout le monde sait aujourd'hui que Trump a remporté ses élections et jusqu'à maintenant, il semble vouloir mettre en place dans les postes d'importance et de postes stratégiques auprès de son administration, il semble vouloir livrer la marchandise. Bien sûr, vous savez, Elon Musk, qui va s'occuper de l'efficience gouvernementale avec Vivek Ramaswamy. On a Tulsi Gabbard à la Défense nationale. Il y a plusieurs autres personnes qui jouent des rôles importants. J'aimerais quand même vous ramener sur terre. En ce qui me concerne, c'est mon opinion. Trump n'est pas le Messie. Trump n'est pas le sauveur.
Trump est une marionnette qui est contrôlée par le même groupe puissant qui contrôle Netanyahou et les autres. Je crois que vous avez bien compris de qui je parle. Rien n'empêche que ces gens-là doivent potentiellement bénéficier des positions que Trump vont prendre. Donc, il y a des choses qui se passent à un certain niveau que vous et moi n'avons pas conscience et n'avons pas accès. Mais ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que tous les yeux du monde sont rivés sur les États-Unis en ce moment, et ça depuis plusieurs mois, n'est-ce pas? Et si Trump réussit avec son administration à livrer la marchandise, à déporter les immigrants illégaux, particulièrement les criminels et autres, eh bien, vous avez compris, il y aura une exigence de la part des peuples de faire la même chose de la part de leurs politiciens. La pression va fortement augmenter et on va voir de quelle manière tout ça va se dérouler. Mais pour ça, on va avoir besoin de 2-3 ans avant de vraiment voir l'efficience de ce qui risque de se produire du côté des États-Unis. Donc, comprenez bien qu'à court terme, 2025-2026, il y a une récession qui se met en place, il y a des pertes d'emplois importantes. On va regarder les nouvelles qui ont attiré mon attention depuis la dernière vidéo, qui confirment tout ça. On va regarder les graphiques, bien sûr. On devra passer à travers une étape difficile. Plusieurs n'y survivront pas. Et je parle ici, que ce soit au niveau physique ou au niveau émotionnel, au niveau psychologique, c'est déjà très difficile pour plusieurs. Tristement, ça va accélérer. J'espère que vous êtes bien protégés à ce niveau-là, que vous prenez des mesures nécessaires pour garder votre esprit sain, un corps sain aussi, et des finances saines. Alors que vous avez compris, le gouvernement cherche à presser le citron et vous en demander davantage alors que vous avez fait déjà un max. Et en plus de tout ça, il y a la couche de corruption qui devient exposée au grand jour, comme vous le savez. Écoutez, j'en ai assez dit. Je veux garder la vidéo en bas de 20 minutes, donc on va faire une rafale dans les nouvelles et vous allez voir où je veux en venir. Et bien sûr que cette semaine, j'ai 2 conneries de la semaine à vous proposer, dont une que j'ai vécue et que je vis encore en ce moment en temps réel. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Alors, on sait très bien que l'Allemagne est le plus grand contributeur au niveau de l'économie de la zone européenne. La France est en deuxième, la Hollande troisième et autres. Donc, juste question de voir la différence des contributions en millions d'euros qui sont quantifiés. Écoutez, c'est pas compliqué. L'Allemagne à elle seule, c'est le double des revenus qui sont générés de la part de la France au bénéfice de la Commission européenne. Donc, vous comprenez que l'Allemagne prend une place très importante dans l'Europe. Et tristement, lorsqu'on regarde du 31 octobre au 22 novembre 2024, donc sur une période d'environ 21 jours, 3 semaines, vous êtes en mesure de constater qui est le plus grand perdant au niveau des devises fiduciaires versus le dollar américain. Après l'élection de Trump qui a été confirmée, il y a eu une recrudescence d'espoir du côté des marchés boursiers, particulièrement du côté de Wall Street. Vous avez vu comme moi que le dollar américain s'est fortement apprécié versus les autres devises, ce qui a eu un impact négatif sur l'or et l'argent particulièrement et d'autres valeurs refuges. Mais on est en train de voir une stabilisation du dollar américain et malgré tout, l'or et l'argent qui continuent de monter. Donc, il y a un sentiment de récession qui est en train de s'installer, malgré les politiques que Trump veut mettre en place, incluant mettre plusieurs bureaucrates à pied, un peu comme on l'a vu de la part de Javier Milei en Argentine. Ça demeure pas moins que Trump est un fervent de la dette et que Trump demande à la Fed de continuer de descendre les taux d'intérêt. Et s'il y a une baisse des taux d'intérêt, il y a une augmentation de l'inflation. Donc, vous avez compris que ça se reflète en perte de pouvoir d'achat dans votre devise. Et c'est pourquoi on voit l'or, l'argent, Bitcoin continuer de monter. Donc, juste pour vous mentionner à quel point, tristement, l'euro a été la devise qui a été le plus impactée négativement versus le dollar américain. Ensuite de ça, eh bien, on constate qu'après la crise des confinements jusqu'en 2022, eh bien, il y a eu une baisse, encore une fois, de la production du côté des pays de l'Europe. Il y a la France qui a légèrement augmenté, mais les autres pays, les 27 euros, l'Espagne, l'Allemagne, tout le monde est en baisse. Et lorsqu'on est en baisse, qui dit baisse, c'est bien dit baisse de la production, particulièrement du côté de l'Allemagne.
on est en train de voir en ce moment, en fin d'année, une diminution de la production de l'ordre de plus de 19,7 %, ce qui est absolument catastrophique. Donc, si l'Allemagne ne va pas bien, vous avez compris que ça a un impact négatif sur l'Europe au complet. Et bien sûr qu'en France, le gouvernement cherche des nouveaux moyens après avoir retardé l'âge des retraites et tous les autres conneries de taxation qu'on a vues depuis les dernières années. Eh bien, pourquoi ne pas travailler gratuitement au moins 7 heures par an? C'est donc les nouvelles stratégies que les gens du pouvoir cherchent à mettre en place et j'ose espérer qu'un jour ou l'autre, les gens comme nous vont s'éveiller. On a vu les gilets jaunes, ça s'est effondré, ça n'a pas tenu. Les fermiers qui font des manifestations sur une base régulière, ça finit tout le temps par se terminer. On est en train de voir les fermiers encore. Qu'est-ce qui va se produire? Le moindrement qu'on leur donne un peu de pain et des jeux, eh bien, tous ces mouvements-là s'effondrent. Nous avons juste à penser à ce qui se produit en Ukraine en ce moment, alors que il y a eu des centaines de milliers de morts du côté des hommes qui ont été enlevés pour aller au front en Ukraine. Et malgré tout, est-ce que vous avez un soulèvement populaire? Non, absolument pas. Les gens sont coincés, ils ont besoin de la main qui les nourrit et nous sommes dans une économie socialiste où une grande majorité des gens ont besoin de l'État pour être capables de survivre après avoir été victimes de leur endettement absolument stratosphérique. C'est pas différent chez nous, vous l'avez compris, ici au Canada. Donc, les répercussions, ce qui me touche personnellement, j'ai une motocyclette KTM. KTM avec ses marques, que ce soit GazGaz, que ce soit EV Magora, que ce soit aussi Husqvarna, alors qu'ils avaient acheté la société, je crois, suédoise. Eh bien, KTM est le plus grand manufacturier de motocyclettes au monde. Et là, on tombe dans une période de restructuration où ils se donnent 90 jours, en fait, pour déterminer à prendre des mesures drastiques. Ils ont fait des mises à pied. Ils doivent couper des marques. Ils doivent trouver des mesures alors qu'ils ont subi des pertes de plus de 120 millions de dollars cette année, en 2024. Parce que KTM, comme plusieurs autres manufacturiers, que ce soit dans le secteur des vélos, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans la motocyclette et autres, ces gens-là, après les confinements et la connerie de 2021-2022, il y a eu un engouement pour la dépense, n'est-ce pas, alors que les gens avaient été confinés dans plusieurs pays. Lorsqu'on a été libérés de nos gouvernements, eh bien, les gens se sont lancés dans des dépenses complètement folles. Il y a eu une demande très forte. Eh bien, ces sociétés-là, avec leurs opérateurs, sont tombés dans un mode de cupidité. Ils ont surproduit. Et qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui? Eh bien, dans la même période, on tombe dans une période de récession alors que la demande s'effondre et qu'il y a des inventaires monstres. Et là, vous avez compris que cette situation-là a un impact négatif sur tout le reste de la chaîne de distribution. Les petits magasins vendeurs de coins de rue vont subir les conséquences. Il y a un inventaire majeur et le client ne se présente plus. Donc, KTM en restructuration, en espérant qu'ils ne feront pas faillite, c'est une possibilité. On voit exactement les pertes d'emplois qui se mettent en place là, dans différentes sociétés qui sont situées en Allemagne, pas nécessairement des compagnies allemandes, mais qui ont des opérations en Allemagne. Et là, je parle de Ford, on parle de Tesla. Vous avez la Deutsche Bank, Bosch, Audi, SAP, Volkswagen, Deutsche Bahn. Vous voyez là, les pertes d'emplois qui ont été annoncées au fil des derniers jours. C'est quand même assez imposant, merci. Vous avez le manufacturier japonais Nissan qui coupe 9000 emplois. Il y a des gens de l'exécutif qui ont sorti publiquement pour dire, écoutez, il nous reste en réserve liquide environ pour 12 mois d'opération. Si on ne réussit pas à passer et de générer des revenus positifs dans les 12 à 14 prochains mois, c'en est fait de Nissan. Nissan qui a coupé sa production de 20% après avoir vu des pertes de profit de plus de l'ordre de 85% dans le troisième trimestre de 2024. Et je ne vous dis pas encore ce qui s'en vient en 2025. Je pense que vous avez bien compris. Wall Street commence à sonner l'alarme aussi concernant certaines villes aux États-Unis qui sont des villes importantes au niveau économique, telles que Chicago. J'en avais parlé il y a plusieurs années en arrière de Chicago. Chicago qui avait réussi à repousser le problème à plus tard.
Comment font-ils? Très simple, soit qu'ils peuvent couper des dépenses, qui généralement ne font pas, surtout pas dans des États socialistes très gauchistes comme l'État ici du Massachusetts peut l'être, pardon, et de l'Illinois, où se situe Chicago particulièrement. Et donc, vous avez l'État de New York, vous avez le Massachusetts, pardon, vous avez l'Illinois, vous avez la Californie, bien sûr, l'État de Washington. Et là, je ne parle pas de Washington, D.C., on parle de Washington du côté de la côte ouest, l'Oregon et autres, qui sont généralement des bastillons très gauchistes. Et comme par le fait même, c'est là où on est en train de voir tout ça dégénérer le plus rapidement. Donc là, Wall Street avec Standard & Poor's, la société qui fait des analyses de crédit complètement magouillées, eh bien là, ils sont en train de surveiller attentivement ce qui se produit du côté de Chicago, alors que la ville est en faillite, elle aussi, vous avez compris, là, elle ne remboursera pas des bons qu'ils devront payer tout simplement aux gens qui avaient acheté ces obligations-là aux sociétés institutionnelles. Maintenant, sur un autre sujet, on va parler des matières précieuses. Vous le savez, j'apprécie beaucoup l'argent, particulièrement l'argent physique, bien sûr, et non l'argent papier qui nous est présenté dans les marchés boursiers. Mais il y a eu une correction dans le courant des derniers jours, suite à la poussée haussière du côté du dollar américain, encore une fois, avec l'élection de Trump, la recrudescence de positivisme, le dollar s'est apprécié. Eh bien, ça a eu un impact négatif avec une correction baissière sur l'or et l'argent particulièrement. Eh bien, le marché boursier en profite pour pouvoir liquider leur position baissière, alors qu'on sait très bien qu'actuellement, certaines sociétés financières, particulièrement les banques, ont plus d'un équivalent d'environ 650 millions d'onces de positions short dans le marché, ce qui représente des millions et des millions, probablement dans les eaux, là, de milliards de dollars de positions short, alors que le marché continue de monter. Et comprenez bien que ces pertes-là demeurent dans les livres comptables tant aussi longtemps qu'ils n'ont pas vendu. Donc, il est inévitable que si l'or et l'argent continuent son mouvement haussier, ces institutions-là vont faire face à la faillite, à même titre que leur exposition dans le marché immobilier, dans l'immobilier commercial et autres. Et bien sûr que là, on va frapper à la porte du gouvernement américain pour se faire soutenir encore une fois, comme nous l'avons vu en 2008. Donc, on va voir de quelle façon tout ça va se dérouler, mais vous avez compris qu'au-delà des positions papier contre le marché qui ont été mis en place par le système bancaire pour essayer de soutenir artificiellement le prix de l'or et de l'argent, pour tenter de les réprimer le plus possible pour pas que le prix monte, eh bien, de l'autre côté, au niveau physique, comprenez bien qu'il y a un déficit majeur. Ça fait plus de 4 ans maintenant que la demande d'argent physique est plus forte que la demande, que l'offre, en fait, que ce que les mineurs peuvent fournir. Pourquoi? L'inflation frappe tout le monde, incluant les mineurs. Et par le fait même, vous comprenez que si les dépenses augmentent et que le prix de la matière n'augmente pas, il ne devient pas rentable pour les sociétés minières de faire du minage. Donc, il y a une quantité réduite de disponibles alors que la demande pour les panneaux solaires et autres augmente. Avec les capacités de guerre à venir, c'est énormément d'argent qui est requis dans les missiles et dans les produits militaires. Vous avez compris que c'est inévitable. On a beau vouloir essayer de manipuler artificiellement les prix de l'argent et de l'or dans les marchés boursiers. Et en passant, la grande majorité des matières, si ce n'est pas tous les produits financiers, sont manipulés de toutes pièces par les algorithmes sur les marchés boursiers, que ce soit aux États-Unis ou autres. Donc, j'espère que vous avez compris. La demande continue de s'accentuer. Ne vous fiez pas au prix. L'important, c'est de mettre la main sur de la matière physique pendant qu'il y en a disponible, ce qui risque potentiellement d'être difficile à accéder en 2025 lorsque la crise va continuer d'accélérer et que les gens vont se faire voler de l'épargne par la taxation abusive et tout ce qui va avec, la perte du pouvoir d'achat avec la hausse de l'augmentation de l'inflation et par le fait même, les gens vont se tourner vers de l'or, de l'argent et les autres produits tels qu'on l'a déjà mentionné auparavant. Maintenant, du côté de Bitcoin, petite mise à jour, il reste environ aujourd'hui 2,5 millions de Bitcoin disponibles dans les échanges centralisés alors que la demande augmente et plus le prix continue d'augmenter,
eh bien, moins il y a de Bitcoin de disponible. Encore une fois, il s'agit d'un actif unique, limité en nombre. Et lorsqu'on voit le gouvernement américain qui va légiférer au début de 2025 pour bâtir une réserve de Bitcoin de l'ordre de 200 000 Bitcoins achetés sur une période de 5 ans. Donc, on accumule 1 million de Bitcoin du côté des États-Unis sur une capacité mondiale de 21 millions, donc 5% de tout le volume de Bitcoin disponible au monde. Le gouvernement veut se l'approprier et la réserve dit qu'aucun Bitcoin ne sera vendu avant 20 ans de période. L'objectif ici étant d'adosser que ce soit des obligations étatiques, que ce soit la devise, que ce soit différents produits financiers, que le gouvernement veut continuer de faire circuler sa devise et l'adosser à Bitcoin pour avoir un accès et bâtir une certaine confiance sur les produits financiers que le gouvernement américain veut poursuivre de vendre. J'espère que vous avez bien compris ce qui est en train de se produire. En passant, le Brésil est en train de faire la même chose. Ça a été annoncé dans la dernière semaine. Vous avez la ville de Vancouver, ici au Canada, qui s'apprête à bâtir une réserve de Bitcoin. Vous avez des sociétés qui sont en train de faire des réserves de Bitcoin, dont le modèle à succès de Michael Saylor avec la société MicroStrategy, n'est-ce pas? Donc, on voit clairement ce qui est en train de se produire. Vous allez avoir, et si la législation passe du côté des États-Unis, les autres pays devront emboîter le pas. Et il y a eu une autre nouvelle aussi, comme quoi que la Russie, imaginez-vous, Vladimir, à partir de 2025, il veut mettre une politique en place où il n'y aurait aucune taxe sur les gains en capitaux, sur les gains des crypto-monnaies en Russie. Imaginez-vous. Donc, on va avoir une guerre des plus grands acheteurs de Bitcoin qui va se produire entre la Russie, les États-Unis, la Chine, l'Inde. Et ça, c'est sans compter la demande au niveau des sociétés, au niveau des municipalités, des provinces, des États et des individus. Donc, j'espère que vous avez compris ce que ça signifie. Arrêtez d'avoir peur, demandez à des gens qui ont de l'expérience de manière à bien faire les choses. Dans le cas de Bitcoin et les autres crypto-monnaies, c'est toujours important de bien sécuriser ces devises numériques avant d'en acheter et de bien comprendre les processus à mettre en place avant de passer à l'action. Donc, tentez de vous trouver des amis ou des gens de compétences pour pouvoir vous soutenir en fait dans votre expérience si vous démarrez vos achats et ne perdez pas de vue que lorsque c'est dans les mains des banques, ce n'est pas dans vos mains à vous. Donc, il y a toujours un tiers parti et par le fait même, il y a un risque. Donc, vous voulez posséder vos bitcoins vous-même à travers vos clés privées. Maintenant, on pourrait s'attendre à une correction importante après avoir touché le 100 000 ou pratiquement le 100 000 alors que vous voyez qu'il y a une corrélation entre la quantité de liquidité M2 au niveau mondial versus le prix de Bitcoin. Et là, vous êtes en mesure de voir qu'actuellement, il y a eu, depuis le mois de septembre, une baisse de la quantité de liquidité disponible dans les marchés internationaux de change, de devises fiduciaires, alors que Bitcoin en a profité pour pousser fortement à la hausse. Donc, ça peut être un indicateur de correction avant de voir la prochaine jambe haussière à suivre. Le petit graphique que je vous présente aujourd'hui, c'est un rappel simplement que c'est ce que nous avons vécu en 2013. Je n'étais pas actif dans les crypto-monnaies en 2013 parce que ça démarrait. C'est tout simplement un petit rappel. En 2018, en 2022, lorsqu'il y a des fortes poussées, il y a énormément de nouvelles crypto-monnaies qui jaillissent partout dans les marchés internationaux, incluant énormément de fraude, incluant là, plein de choses qui ne font pas de sens. Et juste vous rappeler que si vous regardez ici, ce qui existait déjà comme crypto-monnaie en 2013, ben, vous êtes en mesure de constater que la grande majorité de tous ces tokens-là qui avaient été créés en 2013 n'existent même plus aujourd'hui. Ce qui reste avec certitude que je connais aujourd'hui, eh bien, c'est pas compliqué. Vous avez Litecoin en deuxième place, Bitcoin, les deux qui sont des preuves de minage. Tout le reste, en ce qui me concerne, n'existe plus. Donc, comprenez bien, encore une fois, ce qui vous attend lorsque vous prenez le risque d'acheter des crypto-monnaies qui sont peut-être pas nécessairement des projets de qualité. Donc, faire vos études. Vous pouvez bien sûr aller chercher certaines informations sur YouTube avec différents influenceurs tels que moi et autres,
Mais la réalité, c'est que profitez-en quand même pour ne pas croire un foutu mot de ce que l'on vous raconte. Faites vos propres démarches, faites vos propres analyses. Vous devez être 100% responsable de vos décisions. Concernant les conneries de la semaine, eh bien, j'en ai deux à vous proposer aujourd'hui. La première, eh bien, si vous ne l'aviez pas vu passer, eh bien, il y a un artiste qui a planté une banane au mur avec un gros scotch tape, du duct tape, en fait, hein, qu'on dit en anglais. Et bien, ça s'est vendu 6,2 millions sur un encan. Et écoutez, petite anecdote quand même assez délicieuse. Je faisais un petit peu de magasinage sur Facebook Marketplace, donc l'endroit sur Facebook où vous pouvez faire des achats de trucs usagés. Et il y a quelqu'un dans ma ville, ici où je demeure, qui a planté une banane avec du duct tape sur un mur, puis il la vend 150 $. Donc, vous avez un très bon deal ici en Colombie-Britannique si vous voulez acheter une copie, en fait, de la banane à 6,2 millions. C'est absolument ridicule. Et la meilleure, probablement, en fait, dans un contexte woke, dans un contexte de politique d'inclusion et de diversité de tout le truc. Hein, on a vu la défaillance de plusieurs sociétés là, depuis qu'ils ont établi des politiques d'embauche reliées à la race, reliées au genre et ainsi de suite au lieu de la compétence. Est-ce que cela aurait un impact sur ce que je suis en train de vivre en ce moment? Eh bien, je vous raconte rapidement. J'ai acheté des pneus d'hiver pour ma voiture en ligne et j'avais un excellent prix sur les pneus que je cherchais du côté de Sherbrooke au Québec. J'ai déjà fait affaire avec cette société-là dans le passé, donc je suis en confiance. Je paie les pneus, la livraison se met en marche. C'est FedEx qui est responsable de la livraison du colis. Eh bien, je vous invite à regarder par où le colis est passé. À partir du 21 novembre, aller jusqu'à aujourd'hui, le 28, vous avez bien compris que je n'ai toujours pas reçu mes pneus. Donc, on a démarré probablement du local hein, ou de l'unité où se situaient les pneus dans la ville de Sherbrooke. Ça a passé par le bureau de Dorval. Le bureau de Dorval étant l'aéroport de Dorval, donc je peux bien croire que FedEx a mis ça dans un avion pour envoyer ça dans l'Ouest canadien. Ensuite, bien, ça l'a arrêté dans le district de Cochrane en Ontario, la province qui est juste à côté du Québec. Ensuite, on est allé du côté de Kenora. Ensuite, on est allé au Manitoba, donc l'autre province après l'Ontario, du côté de Winnipeg. C'est demeuré à Winnipeg pendant 3 jours pour ensuite aller dans une autre ville de Winnipeg à Saint-Paul, pour ensuite s'en aller en Alberta du côté de Medicine Hat, pour ensuite s'en aller en Colombie-Britannique dans le comté de Thompson-Nicolas, qui est à l'autre opposé de où je demeure en passant, pour finir aujourd'hui à Delta BC, qui est complètement à l'océan Pacifique, à côté de la ville de Vancouver. Donc, imaginez, le colis, mes pneus, ont passé du Québec en Ontario au Manitoba, par-dessus la Saskatchewan pour aller en Alberta et ensuite, donc mes pneus ont fait 1, 2, 3, 4 visites de provinces différentes depuis les 9 derniers jours et je ne les ai même pas reçus encore. D'ailleurs, c'est faux. J'en ai reçu un hier sur 3 et il en reste 2 en fait que je n'ai pas reçu encore. Donc, c'est drôle, mais pourtant, depuis le film Seul au monde avec Tom Hanks, FedEx avait une réputation d'être à l'heure, à temps, tout le temps. C'était en fait leur devise. Eh bien, aujourd'hui, là, on n'est ni à l'heure, ni à temps, jamais. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne semaine, un beau week-end. Je quitte pour le Yukon par affaire. J'en profite pour vous souhaiter justement un beau week-end. Et pour le reste, abonnez-vous directement sur notre chaîne YouTube, sinon sur notre Telegram. Tout est dans le descriptif de la vidéo pour pouvoir accéder aux informations en temps réel. Pour le reste, je vous souhaite encore une fois un beau week-end. Salut tout le monde. À bientôt.